donc lancer ce colloque scientifique. Je dois, en toute transparence, vous avouer que c'est avec pas mal d'émotions que je le lance. Donc un colloque scientifique qui va être dédié aux troubles du spectre de l'autisme, à la famille, à la médiation animale et au chien d'assistance. Et qu'on a vraiment la grande chance de pouvoir accueillir au sein des murs de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et qui vient donc célébrer plusieurs années de collaboration étroite entre notre université, l'université de Rennes, la Fondation Mira, l'association Handi-Chien, ainsi qu'en partenariat avec des organismes comme la Fondation Adrien-Pierre Sommer. Donc je vous remercie toutes et tous d'être présents, tous les intervenants, tout le public, puisque vous êtes nombreux. Et je vous propose donc de démarrer avec une cérémonie d'ouverture, avec tout d'abord quelques mots de M. Boris Albrecht, qui est directeur de la Fondation Adrien et Pierre Sommer, qui est l'un des acteurs majeurs de la médiation animale en France, au travers du soutien que cette fondation offre auprès des professionnels et des projets de médiation animale, mais aussi à la recherche scientifique sur la question. Précision, au niveau applaudissement, nous n'applaudissons pas en format classique ici, nous allons applaudir en langue signée, puisque nous avons des personnes autistes et donc qui peuvent avoir de l'hypersensibilité d'un point de vue auditif. Donc on applaudira en LSF. Je vous en remercie. Merci Nicolas. Mesdames, messieurs, je souhaiterais commencer et ouvrir ces journées avec les mots du poète belge Maurice Carême. Un enfant seul, tout seul, avec en main une belle tranche de pain. Un enfant seul, avec un chien, qui le regarde comme un dieu, qui tiendrait dans sa main la clé du paradis des chiens. Un enfant seul, qui mord dans sa tranche de pain et que le monde entier observe pour le voir donner avec simplicité, alors qu'il a très faim, la moitié de son pain bien beurré à son chien. Voilà, ce geste est simple. Et pourtant, il ouvre déjà un ensemble de questions qui sont au cœur de vos travaux. Que se joue-t-il dans la relation ? Qu'est-ce qui circule sans mots ? Et qu'est-ce qui parfois transforme ? C'est précisément à cet endroit, à la fois discret et essentiel, que se situent vos recherches, vos pratiques et vos questionnements. Depuis plus de 50 ans, la Fondation Adrien et Pierre Sommer accompagne ces interrogations en soutenant la recherche et en contribuant à structurer les pratiques de médiation animale exigeantes et encadrées. Elle s'attache ainsi à faire dialoguer les approches, à croiser les regards et à donner toute leur place à ces phénomènes encore en cours de compréhension. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et des questionnements féconds. Et si au fil de cette journée, nous parvenons à mieux comprendre ce qui se joue lorsqu'un enfant partage son pain avec un chien, alors nous aurons touché à quelque chose d'essentiel, peut-être même ce qui nous relie depuis le début. Merci. C'est pas facile, hein, une idée. Ne vous inquiétez pas, on est tous pareils. Je vous propose maintenant de poursuivre avec quelques mots de Marie-Claude Lebray, qui est la fondatrice de l'association Handi-Chien, que je remercie chaleureusement d'être présente aujourd'hui. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, quelques mots sur l'histoire d'Handi-Chien pour comprendre, alors je vais essayer d'avancer une diapo, pour comprendre comment on est passé des 4 premiers chiens d'assistance remis en 1991 à plus de 3500, plus de 3500 aujourd'hui, donc en à peine 40 ans. Handi-Chien est une aventure d'une richesse exceptionnelle par les rencontres humaines, et certains d'entre vous ici peuvent en témoigner. Tout débute en 1987 par un reportage télévisé venant des États-Unis présentant Abdul, un labrador noir, qui accompagne Kirill, une jeune femme tétraplégique, donc en fauteuil. Ce qui me séduit lors de ce reportage, c'est la complicité entre eux et surtout le regard bienveillant des passants dans la rue. Pas de questionnement. On admirait ce couple.
et l'autonomie apportée par Abdoul, car lorsqu'elle est arrivée devant la porte de son immeuble, son chien, nous étions en 1987, son chien se met debout sur les pattes arrière, avec son nez appuie sur un interrupteur et la porte de l'immeuble s'ouvre. Pareil pour l'ascenseur et pareil pour la porte de son appartement. Quelle magie! J'étais subjuguée. Et la conclusion de l'émission, qui avait été présentée par Jean-Luc Villemenot, alors secrétaire général de la FIRA, qui est dans la salle ici, et était qu'il n'existait rien en France comme chien d'assistance et que toute initiative serait la bienvenue. J'ai relevé le numéro de téléphone. Pourquoi j'ai relevé le numéro de téléphone? Car j'ai pensé immédiatement, dans le cadre d'un projet d'action éducative avec les élèves du lycée dans lequel j'enseignais, ouvrir un atelier d'éducation de chiens d'assistance. Au départ, je pensais 4 chiens par an, c'est tout, avec les élèves, pas plus. Très vite, je présente ce projet à mon proviseur et qui me demande donc de rencontrer Jean-Luc Villemenot. Nous l'avons rencontré et il est venu à Alençon, donc dans le lycée dans lequel je travaillais, pour se rendre compte de la faisabilité du projet. Très vite, nous sommes partis dans une démarche. D'abord, il fallait obtenir les autorisations du ministère de l'Agriculture pour ouvrir ce PAE qui apporterait davantage de compétences à mes élèves qui suivaient une formation dans le service à la personne. Ensuite, il fallait acquérir les techniques d'éducation des chiens, car c'était très différent des chiens guides d'aveugles, pardon. Donc, il fallait savoir comment éduquer un futur chien d'assistance. Donc, il fallait prendre contact et partir aux États-Unis, à la CCI, et rencontrer Bonita Berlin, la responsable de cette association à l'époque. Et en plus, il fallait trouver des financements. Et ça, c'était très dur pour moi. Des financements pour acheter des chiots par la suite, pour les éduquer, pour rencontrer les personnes demandeurs de chiens d'assistance. Et là, il fallait, parce que le lycée ne pouvait pas financer. Donc, pour moi, ça a été un défi. Et ce défi m'a beaucoup servi par la suite pour que l'association perdure et que d'autres partenaires financiers, comme la Fondation, nous rejoignent pour éduquer ces chiens et les remettre aux personnes. Il fallait à l'époque, en tant qu'enseignante, de l'audace, de la détermination et de la disponibilité, car j'avais toujours mes cours à assurer, et une conviction, être consciente du rôle important du chien près des personnes en difficulté, quel que soit le handicap, quelle que soit la vulnérabilité, pour donner un sens à la vie. Mais je n'étais pas seule. Notre force à l'époque était de réunir des partenaires d'horizons très différents, ayant le même engagement humain. La construction d'Andichien s'est faite progressivement. Elle s'est faite progressivement comment? En écoutant les premiers bénéficiaires et en écoutant les futurs bénéficiaires. Ce sont eux qui nous ont donné des pistes pour l'éducation des chiens adaptées à chaque profil. Pour l'aide au quotidien, pour le lien social et pour l'affection. C'est ainsi qu'aujourd'hui, différents profils de chiens répondent aux besoins des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Le chien d'assistance, lui qui est remis aux personnes à mobilité réduite, et Sébastien, notre directeur, vous expliquera cet après-midi donc comment le parcours pour recevoir un chien d'assistance. Ensuite, le chien d'assistance d'éveil, remis aux personnes, enfants ou adultes présentant des troubles autistiques, polyhandicapés ou trisomiques. Un seul exemple qui m'a permis de comprendre l'importance de ce chien, c'est lorsque une enfant de 5 ans, autiste, myopathe, qui n'avait jamais fait de câlin à sa maman, quand elle a reçu son chien, elle a fait un premier câlin et ensuite un câlin à sa maman et à toute sa famille. Ensuite, le chien d'assistance d'accompagnement social, lui, est confié à des professionnels du secteur médico-social. Et Sébastien vous en parlera cet après-midi.
Au départ, ce sont surtout les directeurs de masse, maisons d'accueil spécialisées, les directeurs d'IME, les directeurs, à l'époque on parlait de maisons de retraite, puis d'EHPAD, qui faisaient des demandes, des projets et des demandes de chiens d'accompagnement social. Maintenant, ce sont plutôt les personnels qui ont vu l'intérêt des chiens qui font les demandes à partir d'un projet bien structuré. Le chien d'assistance pour personnes épileptiques, dont on vous en parlera beaucoup cet après-midi également. Le chien d'assistance judiciaire qui nous a emmenés sur cette voie, chien d'assistance judiciaire, c'est le procureur de la République de Cahors qui, lui, ayant des chiens, a tout de suite imaginé l'intérêt d'un chien pour les enfants qui devaient témoigner de tout ce qu'ils avaient subi dans le cadre d'une instruction judiciaire. Et c'est lui qui a lancé, et nous l'avons suivi, et franchement, je le remercie aujourd'hui. Le chien d'assistance à la réussite scolaire, on est nombreux ici à être enseignants, avoir été famille d'accueil, et voir l'intérêt du chien pour les enfants ou les ados dans les classes, ou également pour les équipes pédagogiques. En participant aux conférences internationales sur les relations entre les hommes et les animaux, une évidence s'est imposée. L'association Handi Chien ne doit pas travailler seule, mais s'associer à la recherche. La participation de Handi Chien au colloque Regards croisés à Brest en décembre 2012, et je regarde Marine parce que c'est grâce à elle et je la remercie aujourd'hui, en décembre 2012, permet de démarrer une réflexion commune avec des partenaires importants. Marine, qui était alors attachée de recherche au Centre de ressources autisme de Bretagne, Martine Osberger, directrice de recherche au CNRS éthologie humaine et animale de l'Université Rennes 1, la Fondation québécoise MIRA, Marcel Trudel, chercheur associé à MIRA, et Boris Albrecht, directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Cette équipe s'est réunie, nous avons réfléchi et nous avons progressé. Entre 2013 et 2015, des études réalisées par des étudiantes de Rennes, de l'Université de Rennes, sur une population de jeunes avec TSA, visent à observer et quantifier les types d'interactions ayant lieu en séance de médiation animale avec un chien Handi Chien et son éducateur. Les parents restaient sur le côté et n'intervenaient pas. Il fallait observer la relation chien-enfant. L'analyse de ces interactions devait pour nous améliorer la connaissance de la communication chien, bénéficiaire et intervenant. Toutes ces interventions ont amené Handi Chien à mettre en place des procédures, de nouvelles procédures d'attribution d'un chien d'assistance aux enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux en limitant le stress de l'environnement. C'est ainsi et sur le modèle de MIRA qu'un bâtiment spécifique est construit avec l'aide de partenaires financiers et finalisé en 2018 à Alençon. Au moment de l'inauguration, Éric Saint-Pierre, Noël Champagne, Marcel Trudel, Nicolas Dolion de la Fondation MIRA sont accueillis au Centre Handi Chien d'Alençon pour échanger avec Marine et son équipe, les équipes d'éducateurs d'Handi Chien de tous les centres Handi Chien, ainsi que Boris Albrecht, directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, qui nous a beaucoup soutenus. Tous ces travaux de recherche qui se poursuivent aujourd'hui, nous l'avons vu hier, nous le verrons encore tout à l'heure, sont indispensables pour renforcer nos connaissances, approfondir nos compétences et répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires. C'est notre chemin. Merci. Très grand merci Marie-Claude.
Euh, je passe maintenant la parole donc à Nat François qui représente aujourd'hui la direction générale de la Fondation Mira. Merci Nat. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Donc en direct du Québec, avec peut-être un petit accent. Au nom de Mira et avec ma collègue Charlotte, je vous invite à découvrir quelques minutes de ce qui fait l'essence de notre organisation. Vous en avez un petit peu entendu parler. Aujourd'hui, notre directeur général, Nicolas Saint-Pierre, ne pouvait pas être là. Mais vous ferez sa connaissance à travers une petite vidéo qui, j'espère, vous plaira. Et il est aux côtés de plusieurs membres de notre équipe. Donc, je veux tout de suite vous faire découvrir l'histoire de Mira, sa mission et ce qui nous anime au quotidien. Mon père était dans le monde des chiens, il travaillait là-dedans comme professionnel, il faisait toutes sortes d'affaires. Il est tombé en amour avec la vocation, le travail, la noblesse que ces chiens-là faisaient avec ces personnes-là. Mira est partie d'un appel de quelqu'un qui avait besoin d'aide avec un chien. Puis aujourd'hui, Mira, on est rendu quand même une belle école à maturité. Ça fait 45 ans qu'on entraîne nos chiens, qu'on les donne. On a beaucoup d'expertise. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui se sont greffés à la progression de Mira depuis le temps. Ce qu'on souhaite, c'est de venir améliorer la qualité de vie là, des personnes qui vivent en situation de handicap, notamment leur attribuant un chien d'assistance ou un chien guide. Notre programme fondateur, c'est le programme de chien guide. Donc, on attribue des chiens guides à des personnes qui sont non-voyantes ou qui sont en basse vision. Notre second programme, c'est le programme Chien d'assistance à la mobilité. On vient aider les gens là, qui ont des enjeux au niveau de leur mobilité. Donc, le chien peut venir aider à la marche, ou il peut venir aider à la traction d'un fauteuil manuel, ou il peut venir aider la personne qui est en fauteuil motorisé. Puis les fonctions que le chien réalise lorsque la personne est en fauteuil motorisé, ça peut être des fonctions de rapport d'objets, de déshabillage ou d'ouverture de porte. Puis sinon, notre troisième programme, c'est les jeunes entre 5 et 21 ans, là, la moyenne d'âge, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Fait que c'est la simple présence du chien là, qui vient vraiment les aider là, au niveau de différents enjeux là, qu'ils peuvent avoir. On est des gens qui sont au niveau humain, qu'on accueille du monde, qu'on leur donne un chien pour qu'ils s'élèvent dans la vie, qu'ils trouvent de l'autonomie, peu importe les objectifs qu'ils ont personnels, puis que le chien les amène à devenir des êtres à part entière, puis acceptés, puis heureux surtout. Les chiens d'assistance, Mira, c'est plus que des chiens de travail, ça devient des partenaires de vie. Puis nos donateurs, ils connaissent la valeur de ces chiens-là dans le quotidien de nos bénéficiaires. On parle de jeunes qui sont retournés à l'école, de parents qui ont recommencé à avoir une vie de couple parce que leur enfant TSA avait son chien. Mira, la force qu'on a, c'est qu'on étend notre expertise à différents programmes. On mise beaucoup sur la recherche et le développement pour que la relation chien et humain puisse bénéficier à d'autres types de clientèle. Fait que je pense que cette volonté-là de toujours vouloir s'améliorer puis de partager notre savoir, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de savoir que tu donnes puis qu'en donnant, tu contribues à changer la vie de quelqu'un. Je pense qu'au final, c'est mission accomplie. Alors voilà, c'est ça Mira. Et ce que vous venez de voir, c'est en fait des gens qui ont un engagement, qui sont passionnés, mais c'est surtout une équipe. On est à peu près une centaine de personnes à œuvrer dans la direction de la vision d'aider Mira, d'aider des personnes avec un handicap. Donc moi je me présente, je ne l'ai pas fait encore, j'ai donné la part belle à ce qu'était Mira. Je suis Nat François, je suis la directrice de la recherche à la Fondation Mira. Et je suis accompagnée de ma collègue Charlotte Moses-Bélanger, qui est conseillère clinique et intervenante. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est au nom de ces 100 personnes-là. On les représente, on n'est pas juste 2 personnes, il n'y a pas juste un directeur général, il y a vraiment toute une équipe de passionnés qui portent cette mission au quotidien. Puis au cœur de notre engagement,
on a une conviction vraiment importante. Ne pas agir seulement, mais comprendre. Comprendre ce que nous faisons, comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment important. Depuis plus de 40 ans, Mira collecte des données sur ses chiens, sur ses bénéficiaires et sur chacune de ses trajectoires. C'est une mine d'or que nous avons accumulée. Aujourd'hui, ça constitue une base de données unique qui nous permet de structurer une véritable démarche de recherche et d'en faire bénéficier nos partenaires. Et puis depuis lundi, quelque chose de très récent vient d'arriver, c'est qu'on a fait un beau toilettage de notre site web et on a enfin une section qui parle de la recherche. Donc je vous inviterai à aller voir, pas tout de suite, notre section. Vous pourrez aller voir nos projets, nos collaborations et toutes les connaissances que nous construisons avec nos partenaires. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous sommes vraiment très heureux de contribuer à ce colloque avec Nicolas et Marine. Merci. Très grand merci, Nat. Donc de là, il y a peut-être une partie d'entre vous qui arrive à ce moment de question, comment des chercheurs comme moi-même et Marine Grand-Georges, on en est venu à travailler avec ces organismes, outre le fait qu'il y a des chiens trop mignons. Autre question, comment on en est arrivé aussi à vous proposer ce colloque? C'est ce que je vais vous proposer un peu de découvrir aujourd'hui. En fait, comme beaucoup d'histoires, tout commence avec des rencontres humaines. Et dans mon cas, ça a été la rencontre de Marcel Trudel, qui en 2016 était venu en France présenter les recherches qu'il est réalisées aux côtés de la Fondation Mira. Marcel Trudel était à l'époque chercheur à l'Université de Sherbrooke, et les thématiques de recherche qu'il avait m'ont très rapidement interpellé. Donc je suis rentré en contact avec lui. Et donc, toute la gentillesse qu'a cet homme, il m'a mis en contact avec deux autres personnes, qui sont Noël Champagne, qui était directeur de la Scola Mira, et Éric Saint-Pierre, qui était le fondateur de la Fondation Mira. Et au travers des échanges avec ces trois hommes, je me suis assez rapidement retrouvé à avoir une idée, un projet de recherche que je leur ai proposé. Et ce projet de recherche-là, on a pu le concrétiser au travers d'un projet de post-doctorat qui se baptisait à l'époque le projet EPICEA, qu'on ne peut pas trop utiliser comme acronyme au final. Ouais. Et ce projet, j'ai eu la chance de le faire sous la direction et la bienveillance de Pierrick Plusquelec, qui est chercheur à l'Université de Montréal. Et bien entendu, ma comparse depuis de nombreuses années, Marine Grand-Georges, a accepté d'être collaboratrice sur cette recherche. Et donc, ni une ni deux, bon an, mal an, j'ai pris ma valise et je suis parti pendant 2 ans et demi au Québec. Et là, très rapidement, j'ai pu avoir des échanges, notamment avec Éric Saint-Pierre. Et Éric Saint-Pierre a assez vite répété 2 phrases qui ont fait écho et qui ont été au tournant de toute la dynamique que j'ai pu avoir par la suite. Première phrase qu'il m'a répétée, « J'en ai marre des chercheurs, je veux des trouveux ». Autrement dit, ce qu'il souhaitait me communiquer ici, c'est son souhait qu'il y ait des recherches qui mènent à des résultats qui soient plus concrets et des réponses plus concrètes pour des organismes comme la Fondation Mira. Autre chose qu'il m'a répété, c'est « J'en ai marre des chercheurs qui ne sont pas fichus de rentrer dans un chenil et de mettre les pieds dans la crotte de chien ». Et ceux qui connaissent Éric savaient qu'il ne disait pas crotte. Ce qu'il me communiquait là, c'était son souhait qu'il y ait des chercheurs qui soient plus en contact et plus ancrés dans le terrain et dans les réalités des organismes comme la Fondation Mira. Et donc de là, plutôt que d'avoir une posture assez classique, c'est-à-dire de chercheur au laboratoire, dans son bureau, derrière ses écrans, comme dans l'image juste là, dans mon bureau, ça a été ça. Ça a été la Fondation Mira, que j'ai fréquentée quasi tous les jours pendant 2 ans et demi, et je les en remercie de m'avoir intégré dans leur mur, puisque ça m'a permis d'avoir, pendant 2 ans et demi, une immersion et un contact privilégié avec le milieu du chien d'assistance. Alors comme tout chercheur, forcément, j'ai collecté des données, on a analysé des choses, on a obtenu des résultats, on a fait des publications en journaux scientifiques internationaux, mais surtout, ça m'a amené à, au travers de cette immersion et de ce contact, à voir qu'au sein des organismes, il y avait aussi un vrai souhait de pouvoir se rapprocher, de pouvoir fédérer les acteurs qui collaborent avec eux, et notamment les chercheurs. Et ça nous a amené, comme le disait Marie-Claude, à organiser une première rencontre qui a eu lieu en 2018 entre Andy Chien et la Fondation Mira,
et aussi avec les chercheurs qui collaborent autour d'eux. Cette rencontre que j'ai coordonnée, on l'a pérennisée en 2019 aussi. Et ça a été une vraie opportunité d'échanger sur les pratiques, de parler en fait des connaissances que les organismes avaient, de parler aussi des recherches et essayer de fédérer un petit peu ces recherches-là. Par-dessus, ces 2 ans d'immersion, ça m'a permis d'avoir des échanges avec les organismes et les personnes concernées. Et tous ces échanges-là, ils ont été à la genèse d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet de recherche. Notamment des échanges avec Éric Saint-Pierre, qui me disait souvent, pour moi, tout est dans l'amour entre les deux. Tout est dans le feeling. Selon lui, l'attachement et l'amour qu'allait se bâtir entre l'enfant et son chien d'assistance était au cœur de toute une partie des bienfaits. Autre élément, dans les échanges, j'avais des parents qui me rapportaient, qui me parlaient de changements qu'eux-mêmes pouvaient expérimenter dans la façon dont ils allaient se conduire et interagir avec leur enfant. Avec des parents qui me disaient « je m'en permets plus, je lui en demande plus ». Et ces éléments-là, ils m'ont amené à un projet de recherche qu'on a baptisé le projet MECA-TSA, qui est donc un projet qu'on a mené pendant plusieurs années en collaboration avec Andy Chien, avec la Fondation Mira, entre Université Reims, c'est aussi l'Université Rennes, et avec du support de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Ce projet de recherche, eh bien, c'est un projet où on s'est intéressé à l'importance de l'attachement entre enfants et chiens d'assistance. On s'est intéressé aux impacts de l'intégration d'un chien d'assistance sur les stratégies d'interaction des parents avec leur enfant. Et on a aussi souhaité s'intéresser à la synergie des effets entre effet pour l'enfant et effet pour le parent. Et donc le colloque qu'on propose aujourd'hui, il vise en fait plus à célébrer la fin de toutes ces années de travail ensemble, tout en restant en accord avec la philosophie qu'on a pu avoir pendant toutes ces années et les thématiques qu'on a pu développer. Et donc, on va vous parler, au travers de ce colloque, apport de l'animal. On va vous parler bien-être et qualité de vie des familles d'enfants autistes. On va parler chien d'assistance, forcément, et des organismes qui remettent ces chiens. On va vous parler du projet MECA-TSA, de ses résultats. Et enfin et surtout, on va fermer ce colloque avec un temps d'échange et une table ronde avec les personnes concernées. Donc, je vous remercie à toutes et tous de votre présence. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer avec une intervention de Émilie Cap, qui est chercheuse au LPPS à Paris et qui va nous parler famille d'enfants autistes et de leur bien-être. Je vous remercie à toutes et tous.